Papa, il a tapé maman beaucoup. Très fort. Il a jeté par terre. J'étais en lit, je pleurais. Vous êtes enfermé dans les toilettes? Oui. Bon, écoutez, on va venir. Qu'est-ce qui se passe exactement? On peut savoir? Mais c'est une bagarre parce que... Avec votre concubin? Oui. On demande pour une dame qui a été battue par son mari. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Il y a un collègue qui va monter avec moi, hein? Ben là, de toute façon, on est au 8e, je crois. Bonjour, madame. On peut rentrer? La personne qu'on a rencontrée ce soir, elle n'a pas vraiment besoin de la police. Ce qu'elle a besoin, je crois, c'est d'une écoute. Donc, il faut qu'on l'aide plus moralement que par une intervention, c'est-à-dire d'interpeller son mari, parce que même elle-même, elle a refusé d'aller dans un foyer, elle a refusé d'aller à l'hôpital. Je crois que c'est un appel au secours. Il y a un véhicule sur les lieux. Alors vous attendez son arrivée avant d'intervenir. État-major départemental. Et tu te souviens ce que tu as bu ce soir ou pas? Non. Non. Vous avez mal au bras, vous avez dit? Oui, j'ai mal là. Vous avez reçu un coup au bras? Et ailleurs aussi? Dans la jambe et sur les côtes? Non? Vous êtes encore sous le choc, quoi. Hein? Vous a fait mal? Oui. Il m'a poussé dans la cuisinière, après il m'a poussé au fond de la cuisine. Après, quand j'ai voulu revenir ici, j'ai pensé qu'il s'était calmé. Il m'a attrapé, il m'a jeté comme... J'en pouvais plus, j'ai mal partout. Vous avez accepté plusieurs fois déjà qu'il vous batte. Est-ce que vous allez accepter encore? Non, je ne veux plus. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je sais pas. Je voudrais plus qu'il soit avec moi. Mais je voudrais qu'on reste amis. Vous allez déposer plainte contre lui? Ça le mènera à quoi? Violence conjugale, bonjour. Donc aujourd'hui, vous cherchez un hébergement d'urgence. Et après les coups, il y a une période de rémission qu'on appelle même la période de lune de miel. Donc c'est là que c'est... Oui. Est-ce que c'est dangereux pour vous? Et là, en partant, vous avez porté plainte? Madame, bien, on va essayer de voir avec un autre département. Tous les couples vivent des situations de conflit, mais s'il y a égalité dans la relation entre les deux personnes, ça n'est pas une situation de violence conjugale. La situation de violence conjugale, c'est un abus de pouvoir d'une personne sur une autre qui décide de faire faire à l'autre ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, et à n'importe quel prix. Il va utiliser la violence morale, psychologique, la violence physique, la violence sexuelle, la violence économique. Perçois là, et tu bouges plus. Et il va détruire l'autre. L'autre est sa chose et n'a pas d'existence propre. Attention. Tu veux bien le chauffage juste après? Comme cette dame, chaque année en France, 2 millions de femmes battues appellent au secours. Certaines le font secrètement auprès de la famille, d'une amie, d'un avocat. D'autres contactent directement l'une des 50 associations chargées de lutter contre la violence conjugale. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, en fait, on allait pour faire les courses et puis on a cru voir mon ex. Dany Sens et Nadine Pétricourt sont les deux piliers de l'association Le Passage à Istres. Joignables 24 heures sur 24, elles accueillent, conseillent, réconfortent et hébergent en urgence les femmes battues. Pas de problème, Nelly. On essaie d'arriver le plus vite possible. D'accord, très bien. Ok, allez, à tout de suite. Courage, hein, on arrive. Bon, attends, je me prends la première parce que après je sais. Elle voit son mari partout, donc elle va très mal. Et en fait, c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de la femme battue, c'est-à-dire que bon, elle a des angoisses, elle le voit partout. Elle perd confiance en elle et donc on va aller voir un peu ce qui se passe. Et puis lui proposer peut-être aujourd'hui l'hébergement si elle le souhaite. Mais ça, bon, on va voir sur place ce qu'on peut lui proposer. Oui. Oui. Bonjour Nelly. Bonjour. Alors, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Dany et Nadine connaissent bien Nelly. La jeune femme a fui le domicile conjugal un an plus tôt.
Elle s'est réfugiée dans un foyer d'abord, puis dans cet appartement de fortune. Mais son mari l'a retrouvée et à nouveau frappée. Elle a déposé plainte, fait constater les coups reçus en pure perte. J'ai vécu 4 ans avec cette personne et qu'on a toujours l'impression que la personne va changer parce que de toute façon, si vous mettez qu'une personne comme ça, c'est que vous l'aimez et que quand ça arrive, vous avez toujours l'impression que ça changera et que même à la limite, il vous promet que ça change. Et de toute façon, c'est pas vrai, ça change jamais. Jamais ça change. Et ce qui est dur pour toi, c'est qu'à un moment, il faut que tu dises non à tout ça et stop. J'ai dit stop à partir du moment où il a mis ma fille en danger, que de toute façon, on s'imagine toujours que les choses vont s'arranger, que... Puis c'est pas vrai, ça s'arrange jamais. Quoi qu'on puisse faire ou quoi qu'on essaye de faire, ça ne s'arrange jamais. Il faut surtout que... Ce qui se passe, il faut pas que les gens croient que c'est évident de témoigner comme ça. C'est pas évident, je veux dire. Je fais aussi, c'est pour que les autres femmes, si elles subissent ça, qu'elles s'en aillent, qu'elles attendent pas. Parce qu'en définitive, au bout du compte, vous êtes complètement... Je dis toujours que derrière moi, il y a eu un champ de ruines. Et c'est la vérité. Et je voulais pas que ma fille voie ça, c'est tout. Je sais pas, elle n'a pas commencé dans la vie avec des problèmes comme ça. Je suis partie dans des circonstances toujours un peu dans l'urgence et j'arrête pas depuis pratiquement 1 an de vivre que comme ça, que dans l'urgence. Qu'en faisant attention, de faire attention que cette personne ne me suit pas parce qu'il nous a suivis, c'est arrivé. Enfin, il y a toujours plein de problèmes. Et puis quand vous essayez de faire les choses, vous trouvez toujours des gens en face de vous qui vous disent qu'après tout, si vous êtes resté autant de temps avec lui, c'est que vous en aviez envie. Donc je crois que l'accueil au centre d'hébergement, je dirais même s'impose. S'impose parce qu'on ne peut pas la laisser seule dans sa souffrance et dans ce lieu. Dans un premier temps, donc, ce que je lui propose, c'est donc de l'accueillir, d'aller à l'hôpital pour voir un petit peu où ça en est au niveau de sa blessure. Ensuite, passer au commissariat faire une main courante pour signaler effectivement qu'elle va être accueillie au centre d'hébergement en prenant tous les moyens qui seront à notre disposition pour que justement ça s'arrête. On va mettre les 3 petits cochons. Donc, c'est Nelly, plus on tarde, plus ça va aller. Et c'est un certificat médical. Première démarche, les urgences de l'hôpital de Martigues pour faire examiner ce bras qui ne veut pas guérir. Voilà, je vais l'enregistrer. Quand j'appuie ici, ça vous fait mal? Oui, ça me fait mal. Ça fait mal où? Ça me fait mal là et ça me lance tout le long. Et j'ai mal là. D'accord. Et là. Vous pouvez ouvrir la main? Ça me fait mal. Même quand je touche pas? Oui, en permanence, ça me fait mal. Ce qui fait que je prends du Diantalvin. Combien vous en prenez par jour? Ça m'est arrivé d'en prendre jusqu'à 8 par jour. 8 par jour? Ne bougez pas, ne respirez pas. Il s'agit bien d'une algodystrophie. C'est une complication du traumatisme qu'elle a eu au poignet et aussi de l'immobilisation plâtrée. Ce genre de complications se voit surtout chez les personnes qui sont en état de stress. C'est plus grave qu'un bras cassé alors? Oui. On espère que la récupération va être complète, mais la récupération va être très longue. Au minimum 3 mois. Depuis 1994, la violence conjugale constitue un délit passible du tribunal correctionnel. L'auteur de violence risque jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 francs d'amende pour une interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours, jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 francs d'amende si l'incapacité excède 8 jours. Seconde étape pour Nelly et les responsables de l'association, déposer une nouvelle plainte au commissariat d'Istres avec en poche la nouvelle ITT de 15 jours. La première fois que vous a battu, c'était quand? 6 mois après que j'étais grosso modo avec lui. Ah, ça a commencé pratiquement tout de suite. Travail. Il est gendarme. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y avait une raison? Il était jaloux? Il était... Non, parce que il disait que je faisais rien à la maison, que j'étais bonne à rien. Il était toujours en train de me reprocher... De n'avoir aucune activité, en fait. Une fois, j'ai essayé de poser plainte, on m'a refusé. Dans la gendarmerie, on a refusé de vous prendre la plainte? Oui, parce qu'on m'a dit que ça pouvait très bien s'arranger avec lui. Donc, vous avez décidé de quitter le domicile à quel moment?
Je suis partie de toute urgence le 8 janvier 98. Alors attendez, le 23 décembre, vous étiez où là? J'étais... la DIS m'avait mis dans un hôtel en protection. Alors attendez. Donc il est venu dans ce centre? Il n'est pas protégé ce centre? Il a débarqué un matin et puis... ils l'ont laissé passer. Donc, il m'a retrouvé. Et là, il vous a frappé? Il m'a attrapé le poignet. Il vous a cassé le poignet? Vous savez où il habite actuellement, là? Il est à la gendarmerie. Il est tout le temps à la même gendarmerie? D'accord. Alors, est-ce que vous vous sentez rassurée maintenant? Je suis contente d'un côté, mais d'un autre, j'attends de voir. Vous doutez toujours? Oui, parce qu'il y en a tellement eu derrière que bon, je dis pas qu'ils feront pas leur travail. Au contraire, j'en suis même certaine. Mais pour le moment, Est-ce que maintenant vous pouvez nous donner plus de détails sur cette violence qu'il y a eu entre votre mari et vous-même? Ça arrivait des fois quand il rentrait du bureau, il commençait à boire et je lui disais souvent, mais pourquoi tu bois? Il me disait que c'est parce que ça le détendait. Et puis après, il trouvait que ma bouffe n'était pas suffisamment bonne, que de toute façon, que ça commençait toujours par des insultes, alors je tournais le dos. J'allais dans la chambre, mais il me suivait quand même. Et puis, ou alors des fois, il s'amusait à éteindre, à allumer la lumière, à mettre la musique à fond, tout ça. Donc je revenais, j'essayais d'éteindre la musique, et puis c'est souvent là qu'il me chopait et qu'il me tapait dessus. Quand j'étais enceinte, un jour, il est rentré, il était très énervé, je sais pas pourquoi, il m'a filé un coup de pied entre les jambes, comme si des fois il avait un bonhomme devant lui. Une fois aussi, il m'avait dit que je lui avais volé sa carte bleue, alors que j'avais pris la carte bleue pour aller faire des courses, c'était pas... Et il m'a attrapé l'autre poignet, et puis il m'a retourné par terre. Ils ont des techniques un peu particulières, vous savez, ils vous prennent le pull, ils vous le remontent à la tête et puis ils me traînaient par terre. Et des fois... Il a utilisé son arme parfois? Oui, une fois, pour me montrer que c'était lui le chef et que de toute façon, j'avais rien à dire. Et c'est là, après, il y avait la petite qui était née, et que j'ai dit, c'est pas possible, ça va pas continuer, un de ces quatre... De toute façon, il fallait que je m'en aille, je pouvais plus rester comme ça, c'était plus possible. Le traumatisme est si profond que de nombreuses femmes battues préfèrent retirer leur plainte et rentrer à la maison pour leurs enfants, mais aussi parfois pour cet homme qu'elles aiment encore en dépit de tout. Les directrices de foyer connaissent bien ce phénomène de valse-hésitation. Entrez? Ouais. Oui. Ça va? Ça va, oui, ça va bien. Ça va mieux? Ça va mieux. Vous étiez à l'hôpital, là, ce matin? Ce matin, ça a été. Ça a été. Bon, on m'a dit de plus me reprendre de coups, quoi, parce que la prochaine fois, ce sera le coma, quoi. Ah oui, oui. C'est pour ça que vous étiez si triste, là, en revenant ce matin? Ouais. C'est parce que ça vous a fait peur? Ça m'a fait peur, bah ouais. Ah oui. Là, il a pris que 5 mois ferme, mais l'avocat m'a dit, dans 4 mois, il est dehors, quoi. Il m'a cassé le nez et tout. Ah oui, oui. Non, ça, il vous a bien esquinté. Oui. Et vous avez peur qu'il ressorte de prison? Moi, j'ai eu peur. Mais la première fois, en fait, moi, je suis déjà venue au centre Flora Tristan une première fois. Et j'avais tellement la trouille qu'il me retrouve, etc., qu'on me fasse rechercher et tout ça, que j'ai enlevé la plainte à la barre. Et puis, bon, le juge lui avait dit qu'il devait avoir un suivi psychiatrique, psychologique... et neurologique, etc., retrouver une stabilisation, etc. Moi, il m'a fait des tas de promesses, puis en fait, je suis revenue, puis ça a recommencé, quoi. Et moi, j'avais honte de revenir encore au centre, et... Ah ben non, ça, on est là vraiment pour ça. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas la première qui est déjà venue plusieurs fois. Il y en a eu d'autres. Et ce qui est important, il ne faut pas avoir honte, hein. Et même, il y aurait une 3e fois, ça serait pareil. Et tu sais pourquoi vous êtes ici, avec ta maman? C'est parce que son copain, il l'a tapé beaucoup. Tous les jours. Et elle avait mal? Elle a même un truc là, dans l'œil. Un bobo.
Et il l'a cassé sur le nez. Elle est allée à l'hôpital. Et toi, tu as eu très peur? Ouais. J'ai allé toujours au fond du mur parce que j'avais peur de lui. Bientôt, on va choisir papa, bientôt. Un autre papa? Vous croyez qu'on peut changer de papa comme ça? Oui, parce que papa, il a tapé maman beaucoup. Très fort. Il l'a jeté par terre. Et tu as vu ça? Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, alors? J'étais au lit, je pleurais. 45 000 enfants vivraient aujourd'hui en danger entre un père violent et une mère souffre-douleur. En danger psychologique, mais aussi physique, par ricochet. Pas Paul tuer mon fils. Je me disais que c'était toujours de ma faute, ça ne pouvait être que de ma faute. Pourquoi? Peut-être parce que j'étais trop diminuée pour réagir. Moi, je vois les derniers temps, pour éviter que je me fasse taper dessus, je mangeais par terre, je veux dire. S'il voulait me lancer de la nourriture, je veux dire, c'était arrivé à ce point-là. Et vos enfants ont assisté à certaines choses? Oui. Ben, les derniers temps, ils tapaient sur mon fils, et ça, peut-être, qui a fait que j'ai réagi. Comment se comporte-t-il aujourd'hui? Mon fils va mieux parce qu'il a suivi une thérapie grâce à un psychologue. Bon, il acceptait plus que maman s'occupe moins de lui puisqu'il y avait un autre enfant. Et puis un jour, il a pris une tasse sur la table et il a commencé à taper sa sœur. Et moi, j'étais dans la salle de bain en train de me laver les dents pendant la douche. Et quand je suis sortie, j'ai vu ma fille toute mumifiée au niveau du visage. On a appelé le médecin et tout. Il a dit non, elle a rien, à part des gros bleus. Et quand on lui a demandé, on lui disait pourquoi tu as fait ça, il me dit j'ai fait comme papa. C'est aussi pour sauver sa fille que Corinne a franchi le pas après 3 ans de tergiversation. En fait, les choses ne se sont peut-être pas passées comme je le souhaitais. Et c'est vrai que c'est pas ça qu'on rêve quand on est petite fille, en tout cas. Là, c'est Laurent. Je suis tombée enceinte. Et lui, il a commencé à se détacher, mais là, il a complètement pété un câble, quoi. Je l'ai plus reconnu du tout. Et puis une fois, en fait, il est venu et comme un homme, bon, il a voulu en fait passer quelques instants, quoi, avec moi, et je le rejetais, et là, il est devenu fou, quoi. Quand je dis fou, c'est j'ai jamais vu un tel regard. C'est très avilissant, quoi, comme situation. Je me suis retrouvée complètement projetée, il me tirait de partout, il m'avait tout déchiré, quoi. Je me suis retrouvée, mais c'était là, bon, il n'était plus question qu'il se passe quoi que ce soit. Mais là, il était résigné à taper. Et là, ça a été vraiment un peu la violence. C'est le début, en fait, de la fin pour nous, puisque 6 mois après, je partais, quoi. Il fallait que je parte. Le dernier mois, on avait atteint le paroxysme. Là, ça devenait invivable. C'était lui ou c'était moi. Il y a eu un moment, encore un conflit très grave. Mais là, cette fois, je bravais et je me suis dit que s'il tente, je l'avais prévenu. Je lui ai dit, si tu me touches, je te tue. Mais quand je lui disais, c'est ça où j'ai eu très peur de... Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que je savais que j'allais le faire. J'ai eu peur quand il a commencé à parler, donc il allait me tuer moi et la petite, quoi. Et des fois, c'était peut-être que la petite, et puis nous, on regardera, ou toi. Et là, je me suis dit, il est fou. Et là, c'est même pas, j'ai peur qu'il passe à là. J'avais pas envie de me l'imaginer, quoi. PS10 de Mélina. Oui, secours, bonsoir. Police secours, bonsoir. Donnez-moi l'adresse. 400 femmes meurent chaque année en France sous les coups d'un mari violent, plus d'1 par jour. À Paris, une magistrate a adopté la ligne dure. Elle fait systématiquement déférer au parquet les hommes interpellés en flagrant délit de violence conjugale.
Dans une précédente affectation, j'ai eu à m'occuper de crimes, de femmes qui étaient mortes sous les coups, rate éclatée, foie éclaté, des choses épouvantables, elles étaient mortes. Et j'ai découvert en analysant les dossiers que pendant 10 ans, parfois plus, elles étaient frappées et que les institutions n'avaient jamais répondu. Ni la police, ni la justice n'avaient rien fait au motif que c'est dans la sphère familiale privée ou bien elles ont retiré leur plainte. Et j'ai vraiment pensé qu'on aurait pu éviter des morts si on avait joué notre rôle à temps, plus tôt. Donc vous avez décidé, puisque le code pénal vous y autorisait, que plainte ou pas plainte de la femme, victime, la femme battue, on défère l'homme violent au parquet. Oui, oui, c'est systématique parce qu'en plus, j'ai compris que ces hommes ne réalisaient absolument pas qu'ils avaient commis une infraction. Pour eux, c'était leur droit. Je ne sais pas, j'ai eu souvent l'occasion de raconter cette anecdote d'un homme qui discutait devant moi, à qui je dis « Monsieur, vous êtes devant moi pour avoir porté des coups à une personne ». Il m'interrompt en disant « Mais… » Alors je lui dis « Quel est le problème ?» Ça n'était pas une personne, c'était ma femme. Voilà, alors vous vous asseyez là. C'est vous dire que la conception de l'homme violent du moment qu'il vit avec son épouse ou sa concubine est qu'il a le droit de frapper. Asseyez-vous, monsieur. Dans votre affaire, ce qui est beaucoup plus préoccupant, et c'est pour ça que vous êtes devant moi, c'est que je vous reproche d'avoir le même jour commis des violences sur la victime, votre compagne. Non, c'est pas vrai, madame. Et croyez-moi, devant le bon Dieu, croyez-moi, j'ai... Non, non, il ne faut pas jurer ici, c'est laïque. Hein. Non. Mais je vais vous lire le certificat médical quand même. Hein. Douleur au niveau du cuir chevelu et des yeux. Nous constatons des griffures à l'angle externe de l'œil gauche sur la paupière gauche, un hématome de la paupière supérieure gauche, une ecchymose de la paupière inférieure gauche, une légère tumeur de la commissure gauche des lèvres. Je ne sais pas ce que fera le tribunal, mais à mon avis, vous n'allez pas continuer à vivre avec cette femme, sinon ça va recommencer. Non, mais on s'est arrangé tout à l'heure au commissariat. Elle est venue tout à l'heure au commissariat. Oui, et alors? On s'est fait pardonner devant l'inspecteur qui l'a fait le port. On est venu au commissariat. Oui, mais ce que vous devez comprendre, c'est que même si elle retire sa plainte, moi, je décide que je veux que le tribunal examine cette histoire de violence. Elle dit que c'est pas la première fois. Elle dit que vous l'avez déjà frappée quand elle était enceinte. Elle dit que quand vous buvez, vous devenez très méchant. Non. Elle dit des tas de choses que vous ne reconnaissez pas. Non, et qui me paraissent à moi, monsieur, suffisamment inquiétantes pour que je décide que le tribunal jugera cette affaire, même si elle retire sa plainte. Voilà, vous allez donc voir l'avocat tout de suite. Hein. Et puis ensuite, vous verrez les juges. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Ça va ? J'estime qu'il y a des femmes qu'il faut protéger d'elles-mêmes. Il y en a effectivement qui retirent leur plainte et je veux absolument leur faire comprendre que celui qui prend la responsabilité de la garde à vue, la responsabilité du déferment, la responsabilité de la sanction demandée au tribunal, c'est le procureur. C'est pas elle, il ne faut pas qu'elle se sente coupable. Les femmes sont déjà très ambivalentes en matière de violence conjugale. Elles ont une grande image dévalorisée d'elles-mêmes. Il faut donc qu'elles comprennent bien que c'est moi qui décide et qu'elles ne sont pas responsables de la suite pénale de l'affaire. Un homme violent, c'est un homme comme vous et moi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un autre homme. Il n'y a pas de définition physique, il n'y a pas de critères physiques. Il n'y a évidemment pas de critères socio-économiques, pas de critères de couleur de peau. Il y a quelque chose qu'on peut préciser, c'est qu'il n'y a pas forcément de relation avec l'alcool. C'est-à-dire qu'on va trouver l'alcool comme étant un facteur aggravant, mais un homme violent n'est pas forcément un alcoolique ou un toxicodépendant. Est-ce qu'on peut guérir de sa violence? On peut guérir des comportements de violence. C'est-à-dire qu'en venant en consultation, en parlant, on peut trouver des réponses et des solutions à son comportement. La première étape, c'est de mettre en place des mécanismes pour qu'il repère dans son corps le moment où il va passer à l'acte. Je sais, je suis un impulsif, j'aime pas être contrarié et ça se traduit à la fin par de la violence. Oui. Voilà. Et là, vous avez un exemple précis, un moment où vous vous rappelez quand vous arrivez à resituer la situation La dans situation de laquelle vous départ, oui, bien sûr. Bon, j'étais avec des amis en soirée, et moi, elle voulait rentrer, et ma femme, disons, avec mes amis, moi je voulais pas, bon, elle est partie. Et là, j'ai dit, elle me prend pour... tout me passait par la tête. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vous passait par la tête? Qu'elle se foutait de moi, ou des trucs comme ça. Bon. Vous aviez l'impression vraiment qu'elle se moquait de vous? Ah oui, ah oui. Par contre, une demi-heure ou 3 quarts d'heure après, je regrettais. C'était trop tard. Vous vous rappelez, on avait travaillé sur des exercices respiratoires. Je vous avais appris la dernière fois. Oui. Vous êtes arrivé un petit peu à ralentir cette respiration? Oui, mais là, c'est pareil. Il faut vraiment le penser. Oui, je vous avais expliqué que si vous vous mettiez à respirer lentement, en prenant une inspiration, en expirant très très lentement, vous arriviez à calmer
votre fréquence cardiaque et à ralentir votre cœur. Vous avez essayé de faire ça? J'ai essayé, mais le problème, c'est de le penser. C'est sûr que c'est très difficile de reconnaître, d'être violent. C'est sûr que c'est difficile.